la naïveté qui sabote ta maîtrise. Imagine, tu bosses dur pour dominer ton domaine, mais bam, tes collègues te plantent un couteau dans le dos, ton boss te manipule comme un pion, et ta famille te mine sans même s'en rendre compte. Pourquoi? Parce que l'ennemi numéro un n'est pas dehors, il est dans ta tête. L'usure affective, ce poison lent, on projette nos rêves et nos faiblesses sur les autres, on lit mal leurs jeux tordus, et hop, conflit, drame, énergie gaspillée en politique interne. Résultat, tu tournes en rond, emberlificoté dans leurs intrigues, pendant que ta vraie maîtrise s'évapore. Mais si tu pouvais voir clair, décrypter leurs motivations cachées, esquiver les pièges comme Benjamin Franklin l'a fait avec son frère rancunier ou son boss vengeur, c'est l'intelligence relationnelle. Sortir de ton ego, plonger dans leur monde et naviguer fluide pour conquérir sans guerre. Aujourd'hui, on décortique ça avec l'histoire de Franklin. Abonne-toi, like si t'es prêt à level up et let's go. En 1718, à tout juste 12 ans, Benjamin Franklin, 1706-1790, débute son apprentissage chez son aîné James, qui tient une petite imprimerie à Boston. Passionné par l'écriture, le jeune garçon aspire à devenir un auteur célèbre. Au cœur des presses et des piles de papier, il maîtrise vite les outils du métier tout en affinant son œil pour les corrections de texte. Entouré de livres et de gazettes, il puise dans ses modèles pour polir son propre style. Ce quotidien lui semble taillé sur mesure. Au fil de ses années formatrices, Benjamin bâtit une solide érudition littéraire et affine son art d'écrire avec brio. L'opportunité se présente en 1722. James prépare le lancement en fanfare de son journal The New England Courant. Benjamin propose des articles, mais son frère, focalisé sur un ton sérieux, les rejette, jugeant le gamin trop immature pour ses pages. Conscient que discuter avec James, têtu malgré son jeune âge, ne mènerait à rien, Benjamin imagine un stratagème ingénieux. Il invente une correspondante fictive pour la rubrique des lecteurs, Silence d'Ogood, une veuve bostonienne aux vues piquantes, souvent excentrique, sur la vie locale. Pour la rendre authentique, il lui tisse un passé détaillé, s'immergeant tant qu'elle semble vivante, avec ses propres manières d'écrire et ses manies linguistiques. La première missive, substantielle et malicieuse, atterrit au journal. À sa grande joie, James la publie et y joint même une note invitant l'autrice à poursuivre. Persuadé qu'un plume acéré se cache derrière ce nom d'emprunt, satire mordante et esprit vif obligeant, il ignore superbement que c'est son petit frère l'auteur. Les suivantes suivent, captivant vite les lecteurs les plus fidèles du courant. De son côté, Benjamin gagne en responsabilité à l'imprimerie, excellent comme correcteur pour le journal. Gonflé par ses triomphes, il craque et révèle tout à James, espérant des félicitations. Las, la fureur éclate. James déteste les coupes pendables. Les relations se gâtent, virent à l'aigreur et aux insultes. Quelques mois plus tard, en automne 1723, Benjamin plaque tout, frère, famille, Boston, et s'enfuit. Après un vagabondage de quelques semaines, il pose ses valises à Philadelphie, à 17 ans, sans un sou ni relation. Pourtant, l'optimisme le porte. 5 ans chez James lui ont enseigné le métier mieux qu'à bien des vétérans. Discipliné, ambitieux, doté d'une plume affûtée et déjà éprouvée, il se sent prêt à rayonner. Il observe la ville quelques jours. Les deux imprimeries locales pâlissent face à celles de Boston, et les articles des journaux relèvent du médiocre. Un terrain fertile s'ouvre à lui. Bientôt embauché dans l'une d'elles, chez Samuel Keimer, Benjamin fait vite parler de lui dans cette modeste bourgade. La nouvelle d'un arrivant au talent littéraire se propage comme une traînée de poudre. Le gouverneur de Pennsylvanie, William Keith, rêve de hisser Philadelphie au rang de capitale culturelle et méprise les imprimeries existantes. Intrigué par la réputation de Franklin, il ordonne qu'on le lui amène. Séduit par l'esprit vif du jeune Franklin, le gouverneur William Keith l'encouragea avec fougue à monter sa propre imprimerie. Il promit de financer l'ensemble, machines et fournitures à commander directement à Londres. Keith insista pour que Benjamin s'y rende lui-même, profitant de ses contacts sur place pour tout régler. Franklin peinait à y croire. Quelques mois plus tôt, simple apprenti sous l'autorité de son frère, voilà qu'il allait bientôt diriger son affaire, lancer un journal et devenir une figure influente de Philadelphie avant même ses 20 ans, grâce à ce notable audacieux et ouvert. Tandis qu'il organisait son voyage,
les fonds promis tardaient. Il envoya relance sur relance. Finalement, le secrétariat du gouverneur le rassura. Des lettres de crédit l'attendraient à son arrivée en Angleterre. Sans un mot à son patron Keimer, il quitta son poste et embarqua pour l'Atlantique. À quai à Londres, rien. Pensant à un contretemps, Franklin fouille la ville à la recherche d'un émissaire de Keith pour rappeler leur pacte. En chemin, il croise un marchand philadelphien prospère à qui il confie son histoire. La sentence tombe, Keith passe pour un hâbleur notoire. Il enchante tout le monde de belles paroles pour briller, mais ses ardeurs s'essoufflent vite. Pas un penny en poche, juste du vent. Franklin encaisse le choc avec calme. Précarie, isolé et sans ressources dans cette métropole tentaculaire, il y voit pourtant un terrain de jeu idéal pour un ambitieux comme lui. Ce qui le ronge, c'est sa crédulité face à Keith, sa propre innocence criante. Londres regorge d'imprimeries florissantes. Quelques semaines plus tard, il intègre l'une d'elles. Pour chasser l'amertume, il s'immerge dans le labeur. Son patron apprécie ses compétences techniques et son œil aiguisé pour les fautes. Il s'entend bien avec l'équipe, jusqu'à une habitude locale saugrenue. 5 pauses quotidiennes pour une pinte de bière, un demi-litre généreux, soi-disant pour booster l'énergie. Chaque semaine, contribution obligatoire au fonds commun des buveurs de l'atelier. Franklin refuse net. Il déteste l'alcool au boulot et répugne à financer les excès des autres. Il expose ses raisons franchement, et on l'accepte sans broncher. Bientôt, le bizarre s'installe. Coquille dans ses relectures impeccables, erreur quotidienne à son actif. Il doute de sa raison. À ce rythme, le renvoi pointe. Sabotage évident. Quand il en parle aux collègues, ceux-ci invoquent un poltergeist légendaire de l'atelier. Franklin pige le message, cède, paie sa part. Les méfaits surnaturels s'évaporent instantanément. Cet épisode, et d'autres bévues londoniennes, ébranlent Franklin. Naïf invétéré, il se méprend sans cesse sur les mobiles d'autrui. À y songer, un contraste saisissant émerge. Au travail, il excelle en réalisme, disséquant ses lacunes, comme son style, qu'il peaufine sans relâche. Mais avec les gens, l'émotion l'aveugle. Avec James, il espérait l'épater en révélant les lettres d'Ogood, ignorant la jalousie qui couvait. Avec Keith, l'euphorie des rêves a masqué les alertes d'un parleur vide. Avec les imprimeurs, sa colère a occulté leur rancune face à son prosélytisme anti-bière. Franklin se sentait piégé par cette faille en lui, incapable d'enrayer ce travers. Résolu à briser le cycle, il opta pour une approche draconienne. Dans chaque échange humain, il s'imposerait un recul initial, muselant ses élans émotionnels. De cette distance, il scruterait ses vis-à-vis, balayant ses propres biais pour percer leur motivation. En répétant cet exercice mental, il en ferait une seconde nature. L'idée le traversa comme un frisson. C'était la même méthode que pour forger Silence d'Ogood, en incarnant pleinement son personnage fictif jusqu'à le rendre palpable. Désormais, il transposerait ce talent d'auteur à la réalité, s'infiltrant dans l'esprit des autres pour anticiper leur résistance ou leur ruse. Pour ancrer cette tactique, il embrassa une vision sans concession de l'humanité. Chacun porte en soi un tempérament immuable, mélange de vertu et de travers. Keith le volage, James le rancunier, les imprimeurs figés dans leur routine, ces profils foisonnent depuis les origines du monde. À quoi bon s'indigner ou reformer l'irréformable? Ils se rebelleraient contre toute tentative. Mieux, les accueillir comme les ronces d'un jardin, en les étudiant froidement, accumulant une science des âmes humaines telle une discipline empirique. Ainsi armé, la candeur s'efface et l'on jauge les liens avec précision. Après 1 an et demi de labeur londonien, Franklin amasse assez pour rapatrier aux colonies. En 1727, de retour à Philadelphie, il traque un emploi. Surprise, Samuel Keimer, son ex-patron, lui propose un rôle juteux, former les nouvelles recrues dans son imprimerie en expansion contre un salaire généreux. Franklin signe, mais son instinct teinte l'alarme. Fidèle à sa résolution, il décortique la situation sans passion. 5 apprentis à coacher. Une fois rodé, son rôle s'amenuise. Keimer, d'ordinaire bougon et insécure, déborde soudain d'affabilité forcée. En se glissant dans sa peau, Franklin discerne le fond, rancœur tenace pour son départ abrupt, vu comme une trahison de gamin. Keimer n'est pas du genre à confronter.
Il mijote ses revanches en silence. Le plan saute aux yeux. Pomper les savoirs de Franklin pour les novices, puis le virer. Une revanche mesquine. Convaincu d'avoir percé le jeu, Franklin contre-attaque en souplesse. Depuis son perchoir de formateur, il tisse des alliances avec les clients clés et les marchands influents. Il teste des innovations anglaises en production, grave lui-même des plaques et concocte des encres maison quand Keimer s'absente. Il suit ses pupilles d'un œil de maître, en promouvant un comme lieutenant fidèle. Au moment où le licenciement se profile, il anticipe, claque la porte et lance son affaire solo, doté de fonds solides, d'expertise affûtée, d'une clientèle acquise et d'un acolyte formé de ses mains. En orchestrant ce coup, Franklin mesure son évolution. Plus trace d'amertume envers Keimer. Il a manié sa carrière tel un jeu d'échecs, devançant chaque piège avec sérénité et clarté. Les années passèrent et l'imprimerie de Franklin s'épanouit pleinement. Son journal devint une référence incontournable, ses ouvrages littéraires conquirent un large public et ses expériences sur l'électricité marquèrent l'histoire de la science. Il multiplia les inventions géniales, le poêle à bois éponyme, le paratonnerre, les verres bifocaux et bien d'autres. Bientôt pilier de la société philadelphienne, il se lança en 1736 dans l'arène politique, élu délégué à l'Assemblée coloniale de Pennsylvanie. Quelques mois plus tard, ses pairs le portèrent à l'unanimité au poste de greffier, un rôle d'influence majeur. À sa réélection, un obstacle surgit. Isaac Norris, riche entrepreneur lettré et charismatique, s'opposa farouchement à lui, soutenant un rival. Après des débats houleux, Franklin l'emporta d'une courte tête. Mais en analysant l'affrontement, il pressentit un risque majeur. Norris, homme de pouvoir en ascension, ambitionnait les sommets. Une hostilité ouverte de Franklin après cette joute cristalliserait sa méfiance en haine tenace. L'ignoré passerait pour de l'arrogance, attisant la rancune. Certains prônaient le duel frontal pour imposer le respect. Et si Franklin optait pour l'inverse, désarmant l'adversaire par la surprise et le transformant en allié sincère? Il prit le temps d'observer Norris à l'Assemblée, de glaner des renseignements auprès de proches informés et de s'immerger dans sa perspective. Portrait. Orgueilleux, sensible, parfois insécure, avide d'admiration et jaloux des triomphes de Franklin. Passion insolite. Une bibliothèque somptueuse, ornée de volumes rares, dont un trésor unique, symbole de son prestige. Stratégie affinée, Franklin rédigea une missive polie. Il y confessait son amour des livres, vantait la rumeur de cet exemplaire mythique dans la collection de Norris et suppliait humblement de le lui prêter quelques jours, promettant un retour impeccable. Flatté au vif, Norris expédia l'ouvrage sans délai. Franklin le rendit ponctuellement, accompagné d'un mot reconnaissant. Lors de la session suivante, Norris s'approcha, et une conversation cordiale s'engagea pour la première fois. Comme anticipé, le doute s'était insinué. Malgré les griefs, cet adversaire s'honorait d'un bibliophile fiable, tenant parole sur un bien inestimable. En misant sur sa sensibilité exacerbée, Franklin avait renversé les cœurs. Ils devinrent comparses intimes, alliés politiques indéfectibles jusqu'à la retraite. Franklin appliqua cette recette à tous ses futurs rivaux en politique. À Philadelphie, Benjamin Franklin passait pour un homme d'affaires incorruptible et un pilier de vertu civique. Vêtu sans ostentation, il œuvrait plus assidûment que quiconque, fuyant tavernes et cercles de jeu pour une simplicité presque rustique. Il ralliait les suffrages sans effort. Pourtant, lors de son dernier grand rôle public, il déconcerta l'opinion en paraissant renier ses racines modestes. En 1775, la guerre d'indépendance américaine embrase les colonies. Franklin, figure politique majeure, est envoyé en France comme ambassadeur spécial pour décrocher armes, fonds et pactes d'alliance. Bientôt, des ragots enflent outre-Atlantique. Il fricote avec des demi-mondaines et des favorites de cour, s'attable à des banquets fastueux et des soirées opulentes, rumeurs en grande partie fondées. Des poids lourds comme John Adams le taxe de corruption parisienne. Sa cote plonge en Amérique. Ce que dédaignaient ses détracteurs et le peuple, c'est le secret de Franklin. Partout où il posait le pied, il se métamorphosait, adoptant codes vestimentaires, éthiques et manières locales pour y prospérer. Son unique obsession, rallier les Français à la bannière américaine. Connaissant leur fibre nationale, il s'était mué en miroir flatteur,
Un Américain saupoudré d'esprit français et de ses raffinements. Il exploitait leur amour-propre légendaire. Le tour de maître opéra. Les Français s'entichèrent de lui ouvrant les portes du pouvoir. Finalement, il arracha un traité militaire décisif et des subsides royaux que nul autre n'avait soutirés à Louis XVI, pingre notoire. Ce crépuscule public n'était pas une dérive, mais le couronnement magistral de ses leçons en art de la persuasion. Ainsi, nous pouvons retenir 3 leçons essentielles de cette histoire. La première, la loi machiavélique des apparences. Les hommes jugent plus avec les yeux qu'avec les mains, car chacun voit ce qui lui paraît, mais peu touche ce qui est. Ainsi l'écrivait Nicolas Machiavel dans Le Prince, capturant l'essence du génie de Franklin. Apprenti trompé par son frère, ambassadeur caméléon à Paris, il maîtrisait l'art de l'apparence, humble ouvrier à Philadelphie pour rallier les masses, courtisan frivole en France pour séduire l'élite. En se drapant dans les attentes de ses interlocuteurs, silence Dogood, bibliophile flatteur ou américain françaisifié, Franklin désarmait les ennemis, forgeait des alliances et conquérait des empires. Machiavélisme pur, dominé non par la force brute, mais par le miroir flatteur que l'on tend à l'autre. La deuxième, l'art subtil de la guerre selon Sun Tzu. Connais ton ennemi et connais-toi toi-même. À 100 batailles, tu ne risques aucun danger, enseignait Sun Tzu dans l'art de la guerre. Franklin en fut l'avatar vivant, transformant chaque rival en opportunité. Face à Keimer le rancunier, il anticipe le piège, tisse un réseau client et s'enfuit avec l'affaire en poche. Devant Norris l'orgueilleux, il prête un livre rare pour inverser la haine en loyauté indéfectible. Pas de front sanglant, mais une observation froide, une immersion dans l'esprit adverse, comme pour Silence Dogood vivante. Sa victoire, toujours plusieurs coups d'avance, prouvant que la vraie guerre se gagne dans les têtes, par la ruse et la patience, non par l'affrontement. La troisième, la nature humaine indomptable à l'ère de l'information. Nous vivons l'âge de l'information infinie, algorithmes, data mining, IA scrutant chaque clic, et pourtant, Franklin nous rappelle que l'humain reste une énigme primitive. Malgré les big data prédictives, Keith, le hableur séduit encore, les jalousies comme celle de James couvant en silence, et les narcissismes nationaux font plier les diplomates. Nos outils numériques cartographient les comportements, mais échouent à dompter les émotions viscérales, orgueil, rancune, besoin d'admiration. Franklin, sans smartphone ni analytics, décryptait les âmes par pure observation. Aujourd'hui, noyés dans les flux, nous oublions que la vraie maîtrise humaine ignore les bytes. Elle exige l'empathie machiavélique et sun-tzuenne, éternelle face au chaos intérieur.